long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et si vous êtes avec nous, vous savez qu'il y a un nouveau champion du monde. Il y a une nouvelle équipe qui est sur le toit du monde du basket mondial, tout simplement. C'est ni Team USA, ni l'équipe de France, ni le Canada, c'est l'Allemagne. L'Allemagne éternelle de Dirk Nowitzki, Pascal Roller et Christian Welp qui a réussi à remporter ce championnat du monde. Alors, on va pas forcément revenir en détail sur cette performance de l'Allemagne. On l'a fait déjà un petit peu ce matin dans le CQFR avec Shai. Salut Shai, comment ça va ? Ça va, mais très bien depuis ce matin. Parfait. Alors, Antoine n'était pas avec nous ce matin, mais on a réussi à le choper, même s'il est en pleine vadrouille. On ne vous dira pas où il est pour préserver Undisclosed location. Voilà, exactement. Donc on va pas revenir en détail sur cette belle victoire de l'Allemagne. On va pas non plus revenir sur l'équipe de France, on en a déjà beaucoup parlé, on a 12 mois quasiment maintenant pour continuer à en parler de ce qu'il faudra changer pour d'ici aux Jeux Olympiques. Par contre, on a eu envie de parler de Team USA, parce qu'effectivement, Team USA, comme vous le savez, finit 4e, termine par 3 défaites lors de ce championnat de cette Coupe du Monde. Donc ça fait forcément désordre toujours quand Team USA ne remporte pas une compétition internationale. Aux États-Unis, c'est déjà beaucoup d'experts ou de joueurs ou d'analystes ont leur avis sur la question. Ça parle simplement de roster, ça dit qu'il n'y avait pas les stars, ça dit ceci, ça dit cela. Certains pointent du doigt Steve Kerr, il y a certainement du vrai dans tout ça. Nous, on a eu envie de se poser la question, tout d'abord d'essayer de voir ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui explique cet échec de Team USA cette année, et aussi de se projeter forcément vers 2024. On sait qu'aux États-Unis, la Coupe du Monde, ça les intéresse pas des masses, que le championnat des Amériques les intéresse pas du tout, ils voient ça simplement comme un championnat qualificatif pour les grandes compétitions qui suivent. Ce qui les intéresse, c'est les Jeux Olympiques. Ça sera à Paris, donc buzz énorme aux États-Unis. Les gens adorent Paris, la France, ou du moins l'idée de la France et l'idée de Paris. Donc les stars auront envie de venir, que ce soit pour aller au magasin Vuitton ou pour essayer de récolter une breloque. On verra quelles stars seront là. Bref, on a envie de faire le point sur Team USA. Première question tout d'abord, Shai et Antoine, c'est vrai que cette équipe, la sélection qui a perdu à cette Coupe du Monde, au début, quand on a vu les rosters, on s'est dit ça va être très faible. Finalement, on s'est dit finalement c'est pas si mal. Après, on s'est dit ils peuvent peut-être aller au bout, et finalement ils terminent 4e. Avec un petit peu de recul, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat, 4e à la Coupe du Monde pour cette équipe de Team USA cette année ? Surprise, pas surprise, quel est votre sentiment ? Mais t'avais raison quand tu disais que c'était un peu que ça avait été fluctuant, l'impression qu'on avait de Team USA, parce que quand on en a parlé avant la Coupe du Monde, quand on a vu l'annonce de l'équipe, on s'était dit c'est sûr, c'est clairement pas la meilleure équipe qu'ils pouvaient envoyer. C'est pas il n'y a pas un manque de talent, hein. Il y a du talent, il y a des jeunes joueurs talentueux, il y a des All-Stars même, il y a 2 Defensive Player of the Year, c'est quand même solide. Et par contre, on se disait aussi il y avait quand même une ouverture, une très belle fenêtre de tir pour les Bleus, donc c'est qu'on n'attendait pas forcément la médaille d'or pour les Américains. Donc l'impression était d'abord de se dire qu'il n'y avait pas de superstar et donc qu'ils gagneraient sans doute pas. Je pense que texto, on a dû prononcer cette phrase-là, parce que historiquement, quand ils n'ont pas de superstar, ils ne gagnent pas. Mais là aussi, comme tu le disais tout à l'heure, petit à petit, on se disait, dès qu'ils commencent à jouer un peu sérieux, dès qu'Anthony Edwards commence à montrer qu'il a le potentiel pour être une superstar à NBA, il y a peu d'équipes qui peuvent tenir la cadence. Donc on s'est dit, il y a peut-être moyen que peut-être qu'ils gagnent l'or, ou en tout cas une médaille. Et au final, seulement à moitié surpris, parce que tout ce qui fait qu'une équipe américaine peut se planter dans une compétition, on l'a aussi vu, c'est-à-dire l'espèce d'arrogance qui s'est manifestée quand Anthony Edwards a dit la Lituanie, le Monténégro, on sait que ces gars-là, on va les taper, il n'y a aucun souci. Et sous-entendu, moi je l'ai pris comme de toute façon personne ne nous fait peur dans cette compétition, on sait quasiment qu'on va gagner. Moi je l'ai un peu pris comme ça. Donc il y a le manque d'intensité parfois, de sérieux dans les matchs, le recours un peu abusif au jeu en ISO, tout ça, à l'individualisme, fait que c'est pas une surprise finalement, et que c'est décevant parce qu'il n'y a pas de médaille, mais c'est pas ultra surprenant de mon point de vue en tout cas. Moi, je suis pas surpris non plus. Je vais même remonter plus loin que cette Coupe du Monde. Je me souviens qu'avant l'Euro 2000, avant les JO
de Tokyo, donc 2021, quand on avait même déjà la sélection américaine avec Kevin Durant, Jason Tatum, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, il y avait une belle équipe. On se posait déjà la question de se dire, est-ce que c'est pas un peu short? C'est-à-dire il y avait quand même Kevin Durant, il y avait des superstars, mais derrière, c'était pas forcément la meilleure équipe de Team USA possible. C'était pas celle de 2012, c'était pas celle de 2008. Et on se posait déjà la question, je me souviens de se dire, est-ce que c'est pas un peu limite d'aller avec cette équipe? Alors, il gagne la compète, mais il gagne la compète avec un Kevin Durant stratosphérique et il gagne que de 5 points à la finale contre l'équipe de France, en perdant des matchs en cours de compétition, ce qui était impensable il n'y a même pas si longtemps, hein, depuis le crash complet de 2004-2006, depuis que Team USA a repris son destin en main, entre guillemets, Team USA perdait pas de match sur la compétition, il y a eu des finales serrées, mais ça dominait quand même grosso modo le tournoi. Et donc déjà, il y avait déjà cette intégration, cette peur. Et là, c'est clair qu'avant, quand on a vu l'effectif pour la Coupe du Monde, après l'échec de 2019, avant 2021-2019, on s'était dit non, mais ils ne peuvent pas gagner avec ça. Là, pareil, on s'est dit, ouf, attention, ça suit un peu la même logique que 2019. Il y a peut-être des talents un peu plus jeunes, un peu plus prometteurs qu'en 2019, mais bon, l'effectif, je trouvais, avait déjà des limites. On l'a répété, nous, pour le coup, plusieurs fois, dans plusieurs CQFR, dans plusieurs Late Sessions. On se disait, les Américains, ça risque d'être trop juste s'ils n'envoient pas vraiment leur star. Et même si, pour le coup, je trouve, en fait, faut pas parler d'équipe C. Hein. Il y a que des joueurs NBA. Il y a plein de mecs à plus de 20 points par match. Il y a du All-Star dans le lot. Ils ont envoyé une vraie équipe. C'est juste que s'ils n'envoient pas la crème de la crème, ça devient compliqué. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est pas une surprise cette 4e place. Il y a eu un moment, effectivement, pendant le premier tour, notamment après que la France soit éliminée, on ne savait pas encore complètement qui étaient les vrais favoris de la compétition. Il y avait encore que très peu de matchs. Il y a eu un moment où je me suis dit, OK, le Team USA va peut-être gagner par défaut. Mais par défaut, c'est dur de dire le terme par défaut parce qu'une compète, tu la gagnes jamais vraiment par défaut, mais de se dire, OK, vu que c'est pas l'opposition la plus relevée, ils peuvent peut-être s'en sortir malgré le fait qu'il n'y a pas de principe de jeu, qu'il n'y a pas de principe collectif. Je me suis dit, OK, peut-être que le talent va peut-être quand même suffire. Et dès le match contre le Monténégro, personnellement, je suis revenu sur cette optique de non, mais c'est mort, ils ne gagneront pas, c'est impossible. Et c'était même avant la Lituanie, dès le Monténégro, je me suis dit, c'est très compliqué. La défaite contre la Lituanie m'avait confirmé dans cette optique. Je savais qu'ils mettraient une pilule à l'Italie, parce que l'Italie n'avait pas du tout les armes pour rivaliser avec Team USA sur le style de jeu. Mais ouais, dès le Monténégro, je me suis remis à me dire qu'ils ne gagneraient pas. Et du coup, qui termine 4e, je ne suis même pas surpris non plus, parce que dans la petite finale, en fait, qu'ils perdent contre le Canada, ça ne m'étonne pas des masses. Et on va sans doute en parler, mais je pense que voilà, ils ont du souci à se faire, et notamment même au sein même de leur propre continent. Tu parlais tout à l'heure de la Coupe des Amériques. Ça donne 2 places qualificatives, on est d'accord, pour chaque tournoi? Je pense, ouais. C'est quelque chose, j'ai plus le règlement en tête, mais... Parce qu'à chaque fois, ils envoient des mecs de J-League en se disant, de toute façon, on va forcément... Ouais. Si derrière, il y a une autre équipe que le Canada qui commence à progresser, ils auront même intérêt à envoyer des vraies équipes correctes. Je ne parle pas de grosses équipes, mais des équipes correctes. Parce que, ouais, entre le Canada, enfin, ça pousse. Et même au sein même de leur continent, ils restent numéro 1. Hein. Ils restent peut-être même numéro 1 dans le monde, même s'ils n'ont pas le titre. Mais il y a du vrai souci à se faire, je pense, pour eux. Ouais, c'est intéressant tout ça, parce qu'effectivement, je trouve ça intéressant que tu reparles de 2019, Antoine, parce que moi, ce que j'avais trouvé vraiment marquant, finalement, dans cette équipe qui était quand même plus prestigieuse en termes de palmarès, quand on parle des joueurs qui la composaient, c'est que j'avais eu le sentiment que Greg Popovich avait fait un choix très fort en termes de coaching. Il avait vraiment essayé de faire en sorte que Team USA joue un basket FIBA, ce qui a donné place à certains, alors pas des errements, mais il y avait eu une vraie mise en route qui avait été un peu laborieuse du côté de Team USA, comme tu l'as rappelé, qui a perdu des matchs durant cette compétition. Mais j'avais trouvé qu'en termes de coaching, il y avait eu vraiment la volonté de faire circuler la balle. Même, je trouve que Kevin Durant, tu vois, avait vraiment adhéré au projet. Il avait joué un rôle de facilitateur. On voyait les matchs, on se disait, mais ça, d'habitude, KD, il les prend ces tirs-là. Et non, tu vois, il continuait, il allait chercher l'extra passe supplémentaire. Il y avait eu la tentative de mettre en place un fond de jeu. Bon, encore une fois, ça ne leur a pas permis de dominer forcément, mais il y avait eu cette volonté. Là, cette année, je ne sais pas si c'est si c'est un choix uniquement de Steve Kerr et de son staff, si c'est les joueurs qui voulaient pas
qui n'ont pas pris ça au sérieux et qui n'ont pas voulu rentrer dans ce type de jeu. Mais effectivement, il n'y avait pas un fond de jeu particulier. Et je pense, alors, après on va dire que j'en fais trop avec tout ça, mais que cette formule de Coupe du Monde, encore une fois, avec énormément d'équipes, n'a pas permis à Team USA et aux joueurs de réaliser la différence de niveau qu'il allait y avoir à partir des matchs coup près, à partir du moment où la compétition serait resserrée. Moi, je pense vraiment que ça a joué un peu Ils se sont dit, finalement, ouais, on se fait un peu accrocher par la Nouvelle-Zélande, mais on gagne facilement au bout du compte. Voilà, et que c'est vrai que c'est pas une surprise. Les joueurs NBA n'ont pas la culture de basket mondial. Ils savent pas la différence entre le Monténégro, la Serbie. Enfin, je dirais peut-être que je tombe à mon tour dans les clichés, mais on le sait, quoi. Ils ont pas été élevés comme ça à regarder les matchs de compétition internationale, à mesurer un petit peu les forces, les faiblesses, les styles de jeu. Je parle des joueurs, hein, les staffs maintenant. Steve Kerr, il est dans le staff de Team USA depuis des années. Il sait quelle est cette réalité-là. Mais ça, c'est vraiment les choses qui sont intéressantes parce que comme on en parlait ce matin dans le CQFR avec Shai, on s'est rendu compte que Team USA, dès que c'était dur, le jeu se basait uniquement sur des individualités. La fin du match contre l'Allemagne, finalement, à un moment, c'est Jalen Brunson qui permet à l'équipe de survivre un petit peu. Après, c'est Anthony Edwards, mais c'est que des actions de rupture. Il n'y a pas un fond de jeu avec du liant. Il n'y a pas vraiment... tu vois, même à un moment, c'est Jaren Jackson qui prend un tir. Tu te dis, mais pourquoi tu prends ce tir-là Tu essaies de sauver la patrie tout seul. Et ça, c'est vraiment, je pense, quand même le fond du problème de Team USA pour l'avenir. Parce qu'on se dit, même en 2019, avec des Kevin Durant et compagnie, ça n'avait pas suffi. 2021, pardon. 2021. Ouais. Je me suis trompé tout à l'heure, bien sûr, sur les Jeux Olympiques. 2021, ça leur avait pas permis de archi-dominer la compétition, de rouler sur tout le monde. Donc je pense que là, ils ont 1 an pour se poser la question, effectivement, du roster. Et là, on va pouvoir y revenir plus en détail. Comment construire le roster, mais aussi, je pense, quand même, de l'identité de jeu. Et l'autre chose aussi que je voulais souligner, c'est je pense que les joueurs NBA sont habitués au rythme des matchs NBA, ce qui est logique, et que tous n'ont pas percuté qu'il y a 8 minutes de moins dans un match, et quand tu as un écart qui commence à se créer, c'est pas la même pour revenir au score, en fait. Que tu n'as pas les temps morts joueurs pour arrêter le temps, que les coachs ont moins de temps mort pour arrêter le jeu, pour changer la dynamique. Il y a des moments, peut-être que ton coach il va un temps mort, mais ça joue, donc tu peux pas le prendre quand tu veux, si tu n'as pas l'occasion de le prendre au bon moment, et pendant ce temps-là, le chrono s'égrène. Toutes ces choses-là, je pense, ça demande un apprentissage, et je pense que ces joueurs-là, en tout cas ceux qui formaient cette équipe-là, en ont fait les frais. Mais ça veut dire que c'est, là, la manière dont tu expliques les choses, ça veut dire que c'est rédhibitoire parce que Steve Kerr l'a lui-même dit, c'est quasi impossible d'avoir des joueurs sur la durée pour qu'ils travaillent avant une compétition, et donc qui créent le fond de jeu dont tu parlais et les habitudes au jeu FIBA, à moins de prendre les mêmes joueurs qui ont joué la compétition, mais tu ne vas pas reprendre la même équipe qui a fini 4e ou celle qui a fini, je ne sais même plus combien, 7e, je crois, en 2019. Donc il n'y aura jamais cette dynamique collective qui permet de faire des performances, à moins soit de prendre que des joueurs d'une même équipe, et encore, tu ne vas pas prendre que les Warriors, que les Lakers, tu vois, ou alors l'autre solution, c'est d'envoyer que des monstres individuels en espérant qu'il y ait une osmose à un moment. Mais c'est pour ça qu'ils me paraissent franchement coincés entre deux solutions, et le format des compétitions FIBA fait que je vois pas d'autre issue en fait que de monter une Dream Team ou faire en sorte que les joueurs aient énormément de temps avant pour se préparer. Et là, ils ont eu un petit peu de temps. Ils ont eu 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Ils ont fait un camp d'entraînement. Ils ont joué ici et là. Ça a été correct. Hein. C'était pas. Je les trouve un peu coincés. La problématique et c'est assez difficile à résoudre pour moi. Il y a un truc sur les Dream Team, c'est que j'ai l'impression que les Américains. Donc on a vu, il y a Evan Turner, il a dit on en fait tout un foin de cette Coupe du Monde, mais n'oublions pas que de toute façon, on va gagner dans 1 an au JO. Façon de dire, de toute façon, la Coupe du Monde, on s'en fout. Ce que tu disais, Théo, ce qui est juste, c'est vrai, c'est pour ça qu'ils lancent plus de jeunes aux Coupes du Monde, et c'est pas les mêmes effectifs, effectivement, qu'au JO. La Coupe du Monde, on s'en fout, et au JO, on vient avec la vraie équipe, entre guillemets, et on gagne. Je le répète, 2021, ils gagnent de peu. 5 points contre une équipe de France qui est emmenée par Rudy Gobert et Evan Fournier. Voilà, Bill Simmons aime bien se moquer Gobert-Fournier, mais en ce moment, c'est l'équipe de France de Gobert et Fournier qui bat Team USA en poule, encore une fois, qui bat Team USA et qui est à 5 points de réaliser l'exploit de battre une équipe qui a dû s'en remettre à un énorme Kevin Durant. Donc maintenant, imaginons les Dream Team. Remontons même avant ça, 2008-2012, il y a des équipes comme les Américains ne sont pas prêts d'en aligner une à nouveau du même niveau, avec des Kobe, LeBron, Dwayne Wade, Carmelo. C'est du lourd 2008-2012. Ils gagnent 2 fois en serrant les fesses.
en serrant les fesses, et notamment Kobe aussi qui vient leur sauver la mise. Et c'est des vrais Dream Team. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où celle de 2012, elle est comparée à celle de 92. Alors, peut-être à tort, mais ça reste une vraie grosse équipe. Ouais, juste sur l'effectif, on en parlait avec Théo tout à l'heure, et je ne m'étais pas rendu compte de la qualité du roster de 2012. Mais par contre, sur les autres, il y a toujours l'ensemble du groupe, les joueurs autour des superstars, ça me paraît trop middle pour avoir l'appellation Dream Team. Tu vois. 2012, je pense qu'il y a de ça, parce que le plus vieux, c'est Kobe, il a 33 ans, et les autres, ils sont quand même vraiment dans la force de l'âge, ils sont bien. Et l'appellation ne me paraît pas injustifiée. Pour le reste, il y a eu très peu d'occurrences, je trouve, où ça méritait le statut de Dream Team. Je vais venir à la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont capables d'aligner une Dream Team? Et j'en suis pas sûr, et je vais aller à ce qui est pour moi le fond du problème. C'est que pour moi, ce qui se passe avec Team USA, il pourrait... Regarde, il y a des équipes... Alors bien sûr qu'en Europe, il y a plus de continuité parce qu'on a cette culture de la sélection nationale et on a un vivier moins grand, mais il y a aussi des équipes qui ont des vrais principes de jeu. On en a parlé, d'Espagne, qui au final, quels que soient les joueurs, il y a un fond de jeu qui se met en place. Ce fond de jeu, il se met en place sur des années, mais il se met en place dès la formation. Et pour moi, je vais aller plus loin. Le problème, il n'est pas juste du principe de jeu que Team USA, il est du fond de jeu et de la formation des joueurs américains aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs américains, depuis leurs 12 ans, ils sont mis face à l'exploit individuel. Tout tourne autour de ça, que ce soit au lycée, sur le circuit AAU, les mecs vont presque plus à la fac, là où avant, les mecs peaufinaient leur jeu et apprenaient des choses, apprenaient les fondamentaux. C'est fou, ils apprenaient les fondamentaux tard, déjà. Les Team Duncan, les machins, ils apprennent les fondamentaux super tard, mais au moins, ils les apprenaient en faisant 2, 3, 4 ans de fac. Ça se fait plus aujourd'hui, donc on a des mecs qui arrivent tout est fait pour que leur talent individuel soit mis en avant. On fait des mixtapes, on fait des highlights. Si tu regarde les vidéos des fois de matchs de lycée, c'est que du 1 contre 1. Il n'y a que du 1 contre 1. L'équipe des USA aujourd'hui joue de la même manière. Les équipes NBA, certaines jouent de la même manière et c'est pas celle qui gagne parce que le plus fou, c'est que le Hero Ball, exactement comme... En fait, Team USA, son principe, c'est quoi? On est plus athlétique, on va défendre fort, on va mettre une pression sur la balle, on va marquer des points faciles en transition. Si on est bloqué, on va s'en remettre à du Hero Ball et nos individuels sont plus forts que les autres, donc ça va marcher. Déjà, ça en NBA, ça marche plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Nuggets Heat est perçu comme une affiche surprise des finales NBA. Mais si on y réfléchit bien, au final, c'est pas surprise, c'est les deux meilleurs collectifs. Juste, on est nous-mêmes impactés en mode « Ah, il n'y avait pas les meilleures individualités, c'est bizarre. » Et tu vois, et aux États-Unis, toute la formation est autour de ça. Donc oui, ok, on me dit une Dream Team. Mais là, les Américains, ils ont quel Dream Team? Leurs joueurs, ils sont de moins en moins forts. Ils sont très forts individuellement. C'est des joueurs très talentueux, mais ce n'est pas des vrais basketteurs. Aujourd'hui, une Dream Team, c'est des Tatum, c'est des Booker. Alors, c'est très fort, mais je ne suis pas sûr que Tatum, Booker, Adebayo, ça batte forcément des équipes qui, elles, dans le même temps, des formations, ont déjà toutes ces bases, ont toutes ces formations, mais en plus, ont de plus en plus de talents qui partent en NBA et ont, elles, de plus en plus d'individualité. Regarde, imagine l'Allemagne quand Franz Wagner, ça va être une... On voit, il a que 22 ans, on voit le potentiel du gars. T'imagines Franz Wagner dans 4 ans? L'Allemagne avec ses bases, sa défense et tout, avec Franz Wagner dans 4 ans. Je me dis que les Américains, pour pallier à ce problème, ça ne part pas que de Team USA, c'est un chantier et ça s'applique à la NBA. S'ils veulent des MVP, s'ils veulent à un moment juste une Dream Team, je pense qu'il y a un moment où ça ne suffira pas. Peut-être qu'à Paris ça marchera, mais en 2028, je ne suis pas sûr. Tu vois. Tout dépend de ce qu'on appelle le Dream Team et de la Dream Team qu'on envisage pour 2024 en fait. Je suis d'accord que la marge de manœuvre est hyper fine, mais on parlera peut-être après des noms éventuels. Je pense qu'ils ont encore ce qu'il faut pour envoyer... pour moi, s'ils envoient vraiment les meilleurs et ce qui mérite l'appellation Dream Team, c'est encore jouable. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, sinon l'analyse me paraît... il suffit en regardant les matchs, on comprend bien. Et de l'analogie que tu fais avec le Heat et Denver, je suis d'accord. Pardon Théo, t'allais répondre aussi, je crois. Non, c'est intéressant, parce qu'en fait, moi, je suis un peu plus mesuré que toi, Antoine, quand même. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Shai, quand tu disais est-ce que c'est mort, en fait, je pense pas que ce soit mort pour Team USA, en fait. Je pense simplement qu'effectivement, dans la construction même de l'équipe, il faut qu'il y ait un changement, et ça peut pas être ni comme cet été, ni simplement prendre les meilleures individualités. Je pense qu'il faut vraiment que Team USA construise un roster qui ait pour but d'être équilibré en termes de qualité, de niveau de jeu, mais en termes de complémentarité, et qui ait une hiérarchie très forte. Parce qu'en fait, même en 2012, on s'est rendu compte que les joueurs, ces stars-là, avaient vraiment adhéré au projet de Coach K, et avaient vraiment accepté de mettre leur ego, entre guillemets, dans la poche. C'est-à-dire
ils se sont tous mis au service du collectif. Je veux dire, LeBron, je l'ai vu jouer 4 avec plaisir 2 fois avec Team USA, et puis l'autre fois, c'était pas avec plaisir, mais c'était avec le Heat pour gagner des titres. Il jouait 4 en animant le jeu très bien. Kobe avait accepté son rôle de venir, et il savait que tu sentais que... Je trouvais que tu sentais que Coach K le tenait avec une espèce de... Alors, c'est un peu abusé de dire avec une bride, mais qu'il avait un peu peur du moment où Kobe allait en faire trop. Il le faisait jouer vraiment avec parcimonie, en fait, pour se servir de son espèce de killer instinct, mais tu vois, sans le laisser prendre l'hégémonie sur l'ensemble du jeu. Tu avais Chris Paul qui jouait vraiment comme Chris Paul, mais encore plus meneur-distributeur qu'il ne l'est dans ses équipes respectives. C'est-à-dire qu'il y avait, pour moi, il y avait vraiment une hiérarchie quand même dans le jeu, avec, paradoxalement, toutes ces superstars qui avaient accepté un rôle bien défini que leur avait donné le coach. Et c'est là-dessus que je pense que Team USA peut encore quand même réussir, parce que finalement, les meilleurs des meilleurs, c'est des joueurs qui sont suffisamment intelligents pour pouvoir s'adapter dans une certaine mesure. On en parlait ce matin avec Shai, des problèmes de Brandon Ingram, qui n'a jamais trouvé son rythme ni sa place dans cette équipe, a priori, ou du moins, ça a du sens d'imaginer que c'est parce que justement, pour une fois, on lui a demandé de jouer un rôle qui n'était pas celui qu'il joue depuis qu'il a 13 piges, où c'est juste la star à qui on donne les ballons, et on dit, vas-y, joue ton 1 contre 1, et puis on va s'organiser autour. Et donc je pense que vraiment dans la construction de l'équipe, et une fois que le roster aura été établi dans la distribution des rôles par le coaching staff, il faut que les choses soient très claires, justement parce que Team USA, là, tu as raison, Shai, aura jamais l'occasion de rattraper la cohésion que des équipes nationales dont la plupart des mecs jouent ensemble depuis qu'ils sont en jeunes, parfois en club même. Tu vois, ça, ils pourront jamais le retrouver. Du coup, ça doit passer par des choses plus claires de ce point de vue-là, je pense. Mais est-ce qu'on ne rejoint pas justement ce souci de formation? Parce que moi, je suis d'accord. Moi, je pense pas que je pense que les Américains, ils peuvent encore, évidemment, ça reste je l'ai dit à un moment, je dis, ça reste la meilleure équipe du monde. C'est l'équipe qui a les meilleurs talents. Je pense que c'est pas une Coupe du Monde qui va faire dénigrer la NBA ou qui doit tout remettre en question. La NBA reste le meilleur championnat et ces mecs-là, individuellement, restent les meilleurs joueurs. Par contre, créer une cohésion d'équipe comme tu parles, pour moi, ça implique c'est au-delà des qualités de basket. Et tu parlais de joueurs très intelligents. Je ne dis pas que les joueurs actuels ne sont pas intelligents, mais il y a une forme d'intelligence de jeu qu'ils n'ont plus ou qu'ils ne développent presque plus. Et si tu me dis que là, juste on remplace Brunson par Morant, qu'il y a Jalen Brown qui se greffe à la place d'un des arrières, que Tatum prend la place d'Edwards, je sais que c'est pas ce que tu dis. C'est pas ça que je disais du tout. Hein, ouais, je sais bien. Mais moi, je fais un mix entre la réponse Dream Team où on met les meilleurs et ou même si tu prends des gars forts et que tu essaies, faut que ces gars-là puissent avoir l'idée d'accepter un rôle. Est-ce que Ingram, il ne l'a pas accepté? Tu l'as dit toi-même, c'est le même rôle qu'il a depuis ses 13 ans. Mais qui, aujourd'hui, parmi les meilleurs joueurs américains, va vraiment être en mesure d'accepter ce rôle? Et moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui le feront, tu vois? Les très grands, en fait. C'est ça. Enfin, pour moi, à part les très grands, ce que tu disais, Théo, sur le fait que c'est les très grands qui arrivaient à, entre guillemets, se sacrifier sportivement parfois, accepter un rôle au détriment de leurs statistiques, comme on a pu le voir dans situations précises, dans des équipes type Stephen Curry, Kevin Durant, prendre un tout petit peu de recul ou accepter que quelqu'un d'autre ait la lumière ou les clés du jeu pendant une période donnée ou toute une saison. Ou... Là, ce qu'on voit entre Booker et KD sur un très petit échantillon à Phoenix, alors c'est des micro-situations, mais pour moi, l'association de très grands et de joueurs qui sont dans cet état d'esprit-là, potentiellement, ça ne veut pas dire que ça le fera, mais pour moi, il n'y a que les très grands. Tu vois, un LeBron serait capable de le faire, comme Wade a pu le faire à l'époque à Miami. Alors, est-ce que ça le ferait là avec les joueurs actuels, ceux qu'on a aujourd'hui, un mix entre les vétérans de chez vétérans, on parlera encore une fois des noms tout à l'heure, mais LeBron qui aura 40 ans, voilà. Donc je parle des LeBron, des Curry et d'autres un tout petit peu plus jeunes. Est-ce que ceux-là sont capables de faire l'osmose? Je pense qu'il faut vraiment que ce soit la crème de la crème et qu'il n'y a plus la marge de dire il y a 2 mecs de la crème et des mecs un peu en dessous, quoi. C'est ça que je voulais dire, moi. C'est marrant parce que moi j'ai un avis différent en fait. Moi je pense qu'il faut que les joueurs soient complémentaires et que la complémentarité doit primer sur le statut en fait. Moi je pense que Team USA doit faire le choix de se dire finalement on va pas prendre Jason Tatum. Par contre, on va prendre Mikal Bridges, par exemple. Parce que Jason Tatum, on n'est pas sûr qu'il acceptera de jouer, de faire le sale boulot pendant que ça sera... J'ai dit Jason Tatum au hasard, j'aurais pu prendre Devin Booker. Et se dire, finalement, on va prendre un joueur qui est moins coté, mais par contre, un mec comme Austin Reeves, un mec comme Mikal Bridges, on a vu ce qu'il pouvait apporter en termes de playmaking. On a vu qu'ils avaient ce côté, c'est des two-way players et qui savaient s'adapter, parce que c'est des joueurs, comme on disait ce matin avec Shai, qui toute leur carrière durant
ont dû s'adapter en fait. Parce que c'est pas des mecs qui étaient des stars depuis 12 ans. Et donc, Michael Bridges, il passe 3 ans à Villanova à apprendre le jeu et les fondamentaux, les peaufiner avec Jay Wright, à apprendre des formes de jeu différentes. Quand il arrive en NBA, c'est pas une superstar, il doit se faire une place. Ça commence par la défense. Et maintenant seulement, on commence à voir ce qu'il est capable de faire en tant qu'option numéro 1. Mais son temps de jeu, il l'a gagné en faisant tout ce que les stars ne font pas en fait. Et ça, je pense que c'est pour ça que en 2021, tu avais un mec comme Chris Middleton, tu avais un mec comme Jrue Holiday qui ont été importants dans le roster de Team USA. Si tu prends les 12 meilleurs joueurs de NBA, je pense pas que ni l'un ni l'autre sont dans les 12. Par contre, tu as besoin de joueurs comme ça qui vont accepter leur rôle. Et donc, je pense que c'est pour ça que je parlais de hiérarchie et de mettre les choses au clair. Je pense que du côté de Grant Hill et Team USA, il faut identifier quels seront tes joueurs stars, entre guillemets, ou les joueurs majeurs dont tu veux pas te priver, donc que tu veux avoir absolument. Réfléchir à quel sera leur rôle, et derrière, il faut que tu trouves des joueurs qui pourront être complémentaires. Et je pense que dans les joueurs qui avaient cet été, il y a des mecs qui sont intéressants pour ça. Par exemple, j'ai dit Michael Bridges, j'ai dit Austin Reeves, mais j'ai trouvé aussi que Paolo Banchero avait été super intéressant dans un rôle de 5 ou 4, ou mec qui pouvait s'adapter à différentes situations, très fort défensivement, qu'il ait pu combler pas mal de trous. Alors je dis pas que Banchero devrait prendre la place de Bam Adebayo à forcément si c'était là-dessus que ça se jouait, mais je pense que ces joueurs-là, ils sont vraiment importants et qu'il faut trouver un mix de ce côté du côté de Team USA pour créer une équipe qui soit cohérente. Surtout que le secteur intérieur de Team USA, c'est pas ce qui est le plus flamboyant, donc c'est pas déconnant d'imaginer une place pour Banchero. Je trouve qu'il a été bon aussi sur la compète. Hein. Enfin, ce qu'il a sur le temps qu'il a eu, sur les opportunités qui lui ont été données, il a été plutôt bien. Après, l'absence sur le dernier match m'a fait me poser quelques questions, vu que les deux autres absents étaient Jaren Jackson Jr. et Brandon Ingram, qui ont été les deux joueurs quasiment les plus décriés pour diverses raisons. L'un, tu t'en parlais tout à l'heure, Théo, pour le manque d'adaptation, le fait qu'il n'ait pas réussi à s'épanouir, Ingram, et Jaren Jackson, parce qu'il n'arrivait pas à prendre des rebonds et être aussi dominant défensivement. Mais c'est intéressant ce que tu disais aussi sur Austin Reeves et Michael Bridges, qui sont peut-être deux des mecs qu'on retrouvera au JO. C'est ce côté, c'est ce que disait aussi Antoine sur la formation, c'est deux mecs qui ont non seulement un peu trimé, entre guillemets, ça n'a jamais été... Il faudrait que j'aille vérifier, mais je ne crois pas que Michael Bridges ait été numéro 1 parmi les lycéens. Et après, il a fait ce cursus de plusieurs années. C'est sûr que non, sinon il n'aurait pas été à Villanova, simplement. Il aurait été à Kentucky ou à... Austin Reeves, pareil, il a bourlingué aussi. Et ils ont eu ils sont partis un peu du bas, ils ont connu différents types de situations et de rôles, ce que vous disiez justement. Donc après, oui, ça peut être deux joueurs que je vois dans une équipe transformée pour l'année prochaine, mais je ne sais pas si c'est le choix que fera la direction avec Grant Hill, parce que j'ai l'impression que là ils sont un peu échaudés, ils se sont dit bon, on va plus prendre le moindre risque, et si on peut envoyer tout ce qu'il y a de plus lourd, même sans que ce soit forcément le plus adapté au jeu FIBA, on va envoyer ce qu'il y a de plus lourd. C'est l'impression que j'ai. Hein. Après, c'est en écoutant les réactions, les énormes critiques sur Steve Kerr, sur la gestion, sur les joueurs individuellement, c'est plus l'impression que j'ai. Mais je suis d'accord, peut-être que le mieux, ce serait de faire un mix entre des très très gros joueurs qui font la différence individuellement quand il y en a besoin, et des mecs dont on a vu qu'ils étaient adaptés au jeu FIBA. Michael Bridges et Austin Reeves, je les ai trouvés excellents pendant la compète. Moi, je pense qu'il y a quand même des mecs de cette compète qui seront là au JO, et je pense que tous ceux que tu as cités y seront. Je pense que Reeves a gagné sa place, je pense que Bridges a gagné sa place, je pense que Banchero a gagné sa place, c'est plus Gigi Jackson qui l'a perdu si Adebayo venait à venir. Anthony Davis, j'y crois pas. Je pense qu'il n'y viendra pas. Donc voilà, ces trois-là, je ne serais pas surpris qu'on les retrouve. Peut-être un quatrième, que ce soit Liberton ou quelque chose. Il y aura peut-être quatre mecs sur les 12 qui étaient là. Anthony Edwards, peut-être. Anthony Edwards. Si, Anthony Edwards, parce qu'ils le voudront peut-être en tant que star. Donc il y aura peut-être 4-5 mecs. Et voilà. Et soit 2 tiers, soit la moitié de l'effectif qui change pour des noms un peu plus prestigieux. Moi, je suis d'accord avec vous. Si on reste sur 2024, effectivement, tu fais une équipe un peu mieux pensée. Avec des individualités un peu plus fortes, mais le style de jeu restera le même. On sait que la force de Team USA, ça sera quand même de défendre fort, de courir vite et de compter sur des trucs individuels. Mais c'est pour ça que je dis, ça peut encore suffire de prendre les meilleurs talents et peut-être de faire une équipe un poil plus complémentaire, mais combien de temps? Très sincèrement, si on réfléchit bien, je me dis, avec la tendance qu'on est en train de prendre, si tu regardes les vrais winners en NBA, les vrais mecs qui font gagner leur équipe, soit c'est des stars. Regarde les derniers champions. Les Warriors, c'est Stephen Curry, c'est l'équipe de Stephen Curry, c'est quand même une autre époque. Curry qui lui justement est allé longtemps à la fac, c'est pas une star comme les autres aux États-Unis. Tu vois, des LeBron James, ils en ont un tous les 50 ans, tu vois, ou tous les 30 ans.
Ensuite, t'as quand même, avant, c'était les Bucks, une équipe super collective avec Giannis, une superstar européenne. Et là, maintenant, c'est les Nuggets, une équipe collective avec une superstar européenne. Et on voit bien les MVP. On se demande à chaque fois, mais qui sera le prochain MVP américain? Et en plus, le MVP, c'est juste un trophée individuel. C'est un truc qui est censé être taillé pour eux, tu vois. C'est un trophée individuel. Mais maintenant, si je te demande, demain, à part Booker et Tatum, quel prochain américain qui va mener une équipe au titre? Je vous pose la question, quel est le prochain Américain qui en NBA va mener son équipe au titre? Sincèrement, t'as une idée? Je pense qu'on n'est même pas sur la prochaine draft, je pense qu'on est sur un peu, on n'est même pas encore le mec. Stephen Curry. Parmi les jeunes gars draftés récemment, quel Américain t'arrive à le voir mener une franchise au titre en tant que franchise player? Non, c'est vrai. Je me dis, ok, pour Paris, ça peut suffire. Oui, c'est une bonne méthode de se dire, on va créer des équipes complémentaires. Mais je me dis, à un moment, sur la durée, il va falloir aussi qu'ils revoient la formation de leurs joueurs. C'est pour ça que... Ouais. C'est pour ça, pardon. C'est juste pour ça que moi, depuis le début, là, je m'en tiens à Paris 2024 parce que pour du court terme, parce que après, par contre, je suis d'accord, ça va être un chantier terrible parce que là, on parle d'une utopie où je vous envoie une Dream Team. LeBron, Curry, KD, mais derrière, là, pour le coup, c'est vraiment leur dernière compète, enfin, sauf grosse surprise, mais ce serait leur dernière compète. Et derrière, je suis d'accord, je sais pas, ce sera un mix de joueurs. Voilà, ça, c'est que ça. Bon, ça après on verra, mais ils peuvent envoyer un mix de All-Star, de joueurs type Booker, type Tatum, voilà. Mais là, je suis d'accord qu'après, ça suffira pas, ça suffira plus, et qu'il faudra commencer à travailler différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la révolution, pour moi, elle peut intervenir après les JO. Ça peut être un dernier baroud pour certains des joueurs, des très très grands noms, de ceux qui méritent de faire partie d'une équipe qu'on peut appeler Dream Team éventuellement, même juste en termes de statut, pas en termes de forcément de niveau de jeu à l'instant T. Mais c'est après, le chantier, il sera faramineux. Ouais. Moi, je pense quand même qu'on sous-estime quand même le vivier de talents américains au bout du compte un petit peu. Et tu vois, tout à l'heure, Antoine, tu parlais de l'Allemagne. Alors, je suis d'accord, l'Allemagne, j'adore Franz Wagner. Je pense qu'il va être vraiment un joueur énorme. Mais je ne suis pas sûr que l'Allemagne soit une future équipe dominatrice sur de longues années. Parce qu'en fait, le potentiel de progression de Franz Wagner, c'est pas, je ne vois pas forcément d'autres joueurs de cette équipe d'Allemagne qui peuvent avoir le même potentiel. Et finalement, quand je regarde la hiérarchie des équipes mondiales, j'ai pas l'impression qu'il y ait à l'heure actuelle, alors peut-être que je me trompe, à part peut-être le Canada, et je pense qu'on va pouvoir y revenir, mais mis à part le Canada, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe comme l'Espagne des grandes années, où tu te disais, ouais, bah il y a que cette équipe-là qui peut rivaliser avec Team USA. Team USA, elle doit faire quasiment baser toute sa préparation sur l'Espagne, parce que l'Espagne, c'est vraiment monstrueux. Je parle des grandes années 2008, 2012, même peut-être... où l'Espagne, finalement, le match a été plus serré, mais l'équipe d'Espagnol était peut-être plus forte, mais Team USA était plus fort aussi. Tu vois, je vois pas cet ogre monstrueux à venir non plus, mis à part peut-être le Canada, et encore une fois, ça, il faut en reparler, parce que ce que je trouve intéressant du côté du Canada, c'est qu'effectivement, comme tu le disais dans le papier que tu as fait aujourd'hui, Antoine, qui est sur Basket Session, là, autour de, voilà, des grands chantiers de Team USA, tu parles du Canada, et c'est vrai que, bah, voilà, il y a quoi, 7 ou 8 joueurs qui sont des joueurs NBA, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait cette hiérarchie, en fait, tu savais qui devait faire quoi dans le jeu, c'était pas des stars, il y a que Shea qui est une star dans cette équipe, et RJ Barrett dans une moindre mesure, je pense. Mais il y a vraiment, finalement, ça fonctionnait parce que chacun avait son rôle. Et les États-Unis, je suis d'accord, quand tu parles de formation, je suis d'accord sur le fait que effectivement les joueurs sont pas, ils travaillent avant tout et quasiment uniquement leurs aptitudes individuelles, parce que c'est le chemin le plus court pour le haut niveau, pour la NBA en tout cas. Tu sais que tu es drafté sur ton potentiel, donc sur ton potentiel individuel et technique et athlétique. Et derrière, en fait, limite, si tu es drafté haut, bah, tu apprendras le jeu après, en fait. Parce que maintenant, effectivement, comme tu le disais, Antoine, il passe plus par l'université. Il n'y a plus cette case où pendant peut-être au moins 2 ans, tu allais apprendre des fondamentaux du jeu collectif. Maintenant, tu fais ça en NBA. Et donc, finalement, bah, c'est les meilleurs de ceux-là qui deviennent les meilleurs joueurs. Mais une fois que c'est des meilleurs joueurs, c'est des joueurs quand même qui ont rattrapé ce retard. Tu vois, je pense que tu prends les je sais pas, tu vois, j'ai pas sous les yeux les 2 meilleurs 5... ou les 3 meilleurs, si on prenait les 3 meilleurs 5 All NBA de l'an dernier et que tu gardais que les joueurs américains, c'est quand même des mecs qui savent faire autre chose que simplement jouer de façon individuelle, je pense.
J'aimerais bien qu'on ait les trois. Mais après, je suis d'accord avec toi. Et en fait, quand j'ai parlé de l'Allemagne de Franz Wagner, je ne vois pas non plus l'Allemagne s'affirmer comme une espèce Ouais, de je sais que c'était un superpuissance exemple que tu basket. donnais. Ouais. Euh, Moi, c'était plus sur le futur, en fait, de se dire que on voit que le gap entre les États-Unis et les autres nations, il fait que se réduire. Et notamment, alors, c'est pas qu'il se réduit en termes de talent individuel, il y a toujours le vivier et tout sera toujours plus grand aux États-Unis. Parce qu'il y a plus de population, parce qu'il y a plus d'argent, parce que c'est le sport national, parce qu'il y a après bon, il y a aussi la NFL, mais il y aura toujours un vivier absolument immense aux États-Unis. Par contre, les autres nations ont de plus en plus de talents individuels. Ça, c'est une vérité aussi. Dirk Nowitzki, il n'a jamais eu une équipe comme ça. T'imagines si, voilà, j'aurais dû le tourner comme ça. J'aurais dû dire, t'imagines si cette équipe d'Allemagne, à la place d'avoir Franz Wagner, elle avait eu Dirk Nowitzki, tu vois. Et là, tu te dis, mais ça serait monstrueux. Et moi, quand je dis ça, c'est plus sur le futur de se dire, ce ne sera peut-être pas l'Allemagne de Franz Wagner, ce ne sera peut-être même pas la Serbie de Nikola Jokic, mais par contre, les équipes européennes, en plus d'avoir leur vécu, leur système de jeu, leurs principes, alors en équipe de France, on n'a pas encore beaucoup de principes de jeu, mais on a compris l'idée. On est dans le même bateau que les États-Unis. Ouais, on est un peu dans le même bateau, mais sans les talents individuels, enfin sans les grands talents individuels. En plus d'avoir toute cette base, elles auront a priori toujours plus de talents individuels que hier. Et les Américains, ce qu'on voit, c'est qu'elles n'ont pas forcément plus de talent individuel qu'hier. Elles auront toujours beaucoup de talent, mais elles n'ont pas forcément. C'est pour ça que je parlais des nouvelles stars actuelles américaines et que j'ai dit ce truc, mais qui aujourd'hui américain te mène au titre? C'est qu'on voit qu'il n'y a pas un Kobe en ce moment NBA. Il n'y a pas un LeBron, il n'y a pas un Curry. Et la preuve, Shai, quand tu parles de Dream Team, tu me parles de mecs qui auront. LeBron, il aura 40 piges l'an prochain. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner en FIBA, LeBron à 40 piges ou même Curry. Et je sais même pas déjà si les mecs auront envie de venir en fait. Passer à un certain stade, je sais pas si ces gars-là ils veulent venir. Je pars du principe qu'ils auront envie de venir, mais alors c'est peut-être un peu utopique, tu vois, mais je prends en considération le fait que c'est des JO, qu'il y a un peu l'honneur de la nation à sauver, que c'est leur dernière compétition. LeBron n'est pas venu depuis, je sais pas, 10-15 ans. Curry a jamais gagné de titre olympique. Tu vois, donc je sais que c'est utopique et il y a très peu de chances que l'équipe que j'avais mise dans un article et dont on parlera peut-être après, les 12 qui, selon moi, mériteraient l'appellation Dream Team, je sais qu'il y a très peu de chances. Mais je pense que qu'ils peuvent avoir envie de venir. C'est pas si la majorité d'entre eux, je pense que c'est faisable. Dans les noms qu'il y a et qui me semblent plus compliqués, c'est évidemment les Kawhi Leonard, Paul George ou le Anthony Davis, parce que leur condition physique, le fait qu'ils sont tout le temps blessés, fait que c'est presque impossible de les imaginer faire une deuxième compétition après avoir joué peut-être les playoffs NBA, enfin, tu vois. Mais je pense que c'est pas infaisable, ça. Et dans mon raisonnement, je restais vraiment sur les JO comme une parenthèse enchantée pour clôturer une ère, et qu'après, je suis d'accord, il faut faire autrement. Tu peux pas. Vous vouliez connaître les All-NBA Team, c'est vrai qu'il y a. Voilà, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'Américains que ça, quoi. C'est effrayant. Ou alors c'est des vétérans, quoi. Regarde, j'allais te proposer. Alors, c'est tricher ce que je fais, mais je te propose parmi la All-NBA Team, je te cite celle des Européens ou internationaux. Ouais. C'est tricher parce que je vais les réunir et je te mets celle des Américains. Tu me dis quelle équipe. Mais là, par contre, on est d'accord. Si tu mets tous les meilleurs joueurs du monde ensemble dans une équipe monde, on est d'accord. Ouais. Non, mais regarde, en gros, les Américains, ça fait Tatum, c'est le seul. Je compte pas Embiid pour l'instant. Il n'y a que Tatum, c'est le seul dans la first team. Il y a 4 mecs qui ne sont pas originaires des États-Unis sur 5 dans la première équipe. Dans le deuxième 5, tu as Butler. On sait qu'il en a rien carré de Team USA. Butler, Jalen Brown. Brown, ça reste solide, je pense. Mitchell, Curry. Ensuite, dans la third team, attention, tu as LeBron, ok. Fox, Lillard, Julius Randle. Donc, en gros, ça fait une Dream Team, imaginons, avec Lillard, Fox, LeBron. Écoute, attends, s'il te plaît. Tu as dit Dream Team et Julius Randle dans la même phrase. Moi, je vais vous laisser tous les deux. Je m'étais pas basé sur je suis d'accord. Je disais bien dans l'article que y avait la considération de l'instant T importait pas forcément. C'était plus une question presque de statut et de clinquant, parce que si tu prends en 92, alors certes, il y avait des joueurs qui étaient vraiment monstrueux à cette époque-là, qui étaient les meilleurs incontestablement, mais t'en as qui étaient un peu soit à bout de souffle, soit en fin de carrière, soit moins en forme qu'à leur époque. Tu vois. Là, ça pourrait être le cas aussi dans la Dream Team que j'imaginais. Si tu prends juste là, ces joueurs-là, c'est sûr que oui, pour moi, c'est pas une Dream Team. Non, mais je suis d'accord même. Je suis d'accord sur le fait que, tu vois, je me suis tué mon argument tout seul, parce que tous les mecs que tu as cités, c'est impossible de les faire jouer ensemble. Non, mais je dis pas ça méchamment, mais il y en a pas 50, enfin même pas la moitié, je pense, qui peut vraiment s'adapter à un contexte FIBA et s'adapter au jeu dans ceux que tu as cités, ça c'est clair. Je voulais intervenir sur votre discussion sur LeBron et Curry. Au bout du compte, paradoxalement, moi je pense qu'il y a plus de chances de les voir jouer une dernière Olympiade maintenant
que si c'était au milieu de leur carrière. Tu vois, notamment si les Lakers gagnent pas de titre, vont pas très loin ou moins loin qu'ils espèrent la saison prochaine. Je veux dire, en termes de storytelling, LeBron qui remet la cape, tu sais, genre le drapeau américain en cape autour du cou pour venir sauver l'honneur de la nation. Effectivement, ça j'y crois complètement. Mais la question, malgré tout, moi je reviens à cette histoire de statut en fait. Tu regardes l'Espagne jouer. Sergio Llull, il sort du banc. Rudy Fernandez, il est sur le banc. C'est des légendes de leur équipe, de leur pays. C'est des mecs à qui la sélection doit tout. Ils sortent du banc. Et quand je dis ça, je pense pas simplement à Team USA. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui devraient s'en inspirer et savoir ce que c'est à un moment de se mettre vraiment au service de l'équipe. On se demande de qui tu parles. Avec un maillot bleu. Il porte un maillot bleu. C'est une équipe avec un maillot Parfois, bleu. oui, c'est possible. Des fois, il y a un coq et tout. Mais sinon, pour ce qui est de LeBron, alors je demande pas à ce que LeBron sorte du banc. Mais malgré tout, comme tu le disais, Antoine, il aura 40 ans. Je pense que malgré tout, avec tout son savoir-faire, son expérience, c'est un joueur qui peut apporter, y compris à Team USA, y compris sur la plus belle scène du monde. Par contre, faut pas s'attendre à ce que ce soit le Brand de 2012, quoi. Donc il faut aussi que... j'en reviens à ça, quoi. Si Team USA veut s'en sortir, il faut que les mecs acceptent des rôles bien précis et acceptent de se dire, pendant 2 semaines, on va jouer pour quelque chose qui est plus que nous, en fait. Et c'est ce truc-là, finalement, qui est compliqué pour les Américains de Team USA, en tout cas, à saisir. Parce qu'en fait, pour toutes les équipes du monde, c'est le rêve, c'est la consécration ultime, en fait, de porter le maillot de ton équipe pour aller jouer une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, des Jeux Olympiques. Il n'y a que pour les joueurs de basket américains que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Et je repense à la discussion. Du World Champion, ouais. Exactement, j'allais y venir. J'ai une breaking news pour vous, les gars. Justement, ça vient de tomber sur mon téléphone pendant qu'on enregistre. Vrai, hein, Shams Charania. LeBron James annonce vouloir représenter Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en menant un groupe de futurs Hall of Famers qui inclut Stephen Curry et Kevin Durant. Voilà. En direct. C'est beau ou pas? Faudrait que Woj arrive à hacker le groupe WhatsApp qui s'appelle NBA Legends et dans lequel il y a juste LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant dans lequel ils se mettent d'accord sur les trucs. C'est que ces trois-là, mais honnêtement, je le sentais venir et ce sera peut-être pas suffisant. Hein, mais pour moi, pour qu'il y ait Dream Team, il faut pas qu'il soit entouré de... Enfin, j'ai pas envie de disrespecter quelqu'un. Là, je revois l'équipe qui était là cette année. J'aime bien Walker Kessler, mais il est jeune, il n'est pas expérimenté. Si tu mets que des joueurs de ce niveau de célébrité-là, ce niveau d'expérience, ça fait pas Dream Team. Mais ne serait-ce que ces trois-là, déjà, l'opposition va quand même un peu réfléchir. Ça inspire plus la crainte quand même que ce qu'ils ont envoyé cette année, par exemple. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces 3 joueurs qui à un moment ou à un autre, se sont adaptés. Ces 3 joueurs super intelligents qui peuvent s'adapter. KD, on n'arrête pas de le dire, c'est le joueur plug and play par excellence. Tu le mets dans n'importe quel style de jeu, ça fonctionne. Et ça joue des 2 côtés du terrain. Curry, il peut jouer avec le ballon, sans le ballon. Il peut shooter, il peut faire jouer. Sa présence, rien que sa présence sur le terrain fixe toute la défense. Si ça c'est vrai, si vraiment ils partent là-dessus et qu'ils s'y tiennent, déjà ça donne pour moi une ossature ça te donne déjà un cap pour Team USA. Derrière, tu te dis, on va prendre les meilleurs qui peuvent être compatibles avec ceux-là en fait. C'est ça. Booker Tatum. Voilà. Tu rajoutes Booker Tatum, Adebayo, et là, tu as 6 joueurs. Booker Tatum, Adebayo, Reeves, Banchero. Bridges. Du coup, je sais pas à quel point Bridges, je sais pas à quel point Edwards, Haliburton pour le côté meneur traditionnel. Éventuellement Edwards, même si lui, pour le coup, il sera barré par Tatum Durant. Mais bon, tu peux toujours prendre Edwards en te disant ça me fait un mec de plus qui est en mode e-check. Tu as juste ça. Ça m'est égal qui tu rajoutes les 2 derniers que tu mets. Je crois que l'on est à 10. Tu peux même prendre un universitaire si tu veux. Et là, effectivement, je pense qu'effectivement, les JO de 2024, ils peuvent aller chercher je n'irai pas jusqu'à dire sans trop de problèmes, mais tu as effectivement une vraie équipe. Mais là, on est le 11 septembre. Ouais. Voilà, on est le 11 septembre. Les États-Unis viennent de perdre la Coupe du Monde. Ça fait un choc. C'est un jour très spécial là-bas pour plein d'autres raisons, évidemment. On est sur un truc. On va voir qui va aller loin en play-off et qui tiendra encore son engagement de Paris 2024. Moi, je pense que ces 3-là, s'ils ne sont pas blessés, ils le feront, hein, honnêtement. Et je pense, pour aller plus loin, du coup, si tu commences à imaginer un peu les joueurs qu'il y a autour, je pense vraiment que ces 3-là, vu leur notoriété, le leadership et le fait qu'ils sont un peu adulés dans des proportions différentes, hein, c'est un peu des modèles pour plein de joueurs actuels. Je pense qu'il y a vraiment un scénario où tu as d'autres très grands joueurs, peut-être un peu inférieurs en termes de notoriété et d'accomplissement, qui vont vouloir les suivre, et que c'est pas sûr que même Michael Bridges, dont je pense pourtant qu'il aurait vraiment sa place, des joueurs comme ça, je sais même pas si tout le monde décide d'y aller, s'il y a une espèce d'union sacrée, on y va tous les gars. Les autres c'est ça. Je vais revenir sur l'article que j'ai écrit il y a
C'était au début de la compète peut-être. Attends, j'essaie de regarder. 1er septembre. Bon, c'était il y a une dizaine de jours. Ok. J'ai pris vraiment. C'est-à-dire, je précise bien que c'était pas la meilleure équipe sur le papier. C'est-à-dire que c'est pas les joueurs au sommet de leur art. Ils y seraient pas si on prenait juste les plus compétitifs, les moins blessés, tout ça. Mais en gros, j'étais parti sur en meneur Curry, donc qui sera possiblement. J'avais mis Devin Booker parce qu'il peut jouer. C'est un two guard maintenant. Hein. On voit à Phoenix il mène le jeu. Ok. Après, sur le troisième meneur, j'imagine que s'il y a LeBron et tout, ils vont essayer, ils vont peut-être vouloir des joueurs qu'ils aiment bien. Ça peut être un Kyrie Irving. Moi, j'avais mis Damian Lillard. Je sais qu'en FIBA, c'est pas idéal. Il a pas resplendi quand il est venu. Et après, il y a ceux qu'on a dit. Donc, j'ai mis LeBron James, Kevin Durant. J'ai mis Jason Tatum parce que bon, il aura 26 ans. Il sera logiquement encore un peu meilleur que ce qu'il a été et ce sera quasiment le plus jeune de l'effectif. Tu parlais tout à l'heure de Jimmy Butler en mode, je suis sûr qu'il voudra pas venir. Je suis pas aussi sûr que toi, moi. Je pense pareil, toujours dans cette idée. Il s'en fout de la Coupe du Monde, clairement. Les compétitions annexes, je pense qu'il s'en fout. Mais il a jamais. Il a été au JO 2016, mais le statut de Butler, entre-temps, il a changé. Et je pense que ça lui déplaira pas d'être considéré, de faire partie des superstars, parce que c'était pas le cas en 2016. Il est venu en joueur de complément, tu vois. Et après, c'est là où c'est plus compliqué. Et on en avait déjà parlé ensemble. Je sais que vous étiez pas spécialement d'accord, mais je pensais aux 2 Clippers parce que bon, ils sont blessés les 3/4 de l'année, mais je me dis que sur une saison où ils vont probablement pas aller en finale, où ils auront du temps de repos, où leur rôle dans l'équipe sera moins important. S'ils jouent 15 minutes, c'est bien, et du coup, pour moi, je trouve que c'est jouable, mais Kawhi et Paul George, en termes de notoriété de ce qu'ils sont capables de faire sur un terrain, du fait que Kawhi, j'ai retrouvé un article d'il y a moins d'1 an où il disait que ça l'intéressait de jouer les JO parce qu'il les avait jamais fait, et qu'il a même jamais participé à une compétition FIBA. Kawhi, 15 minutes, bon, on sait qu'il est capable d'être role-player, Kawhi. Honnêtement, hein, il a fait être le meilleur joueur de Team USA. Même. Ça peut aussi être le meilleur joueur de Team USA. C'est un joueur, je pense que dans sa mentalité, il est capable de le faire. Et Paul George, c'est sa vie d'être numéro 1 bis presque. Enfin, c'est devenu. Et il est capable de le faire, évidemment. Et pour terminer avec les Bigs, Anthony Davis n'est pas très fiable, on le sait, mais je pense qu'il a un passé olympique aussi. LeBron sera là, je pense capable d'accepter de venir s'il est en état de le faire. J'ai mis Bam Adebayo parce que je pense que c'est le plus adapté. Il a un côté à la fois, c'est l'un des meilleurs bigs américains, peut-être le meilleur big dans un rôle un peu défensif, mais qui sait faire d'autres choses, playmaking, tout ça. Et j'avais ajouté Draymond Green parce que, je sais pas, il faut toujours un gueulard, un grognard dans une équipe un peu Dream Team. Il faut un expérimenté, un mec fort en défense. Et j'ai pas trouvé énormément d'autres personnes à l'intérieur. On pouvait penser à Zion peut-être, hein, mais c'est pareil, j'ai du mal à l'imaginer à venir ou être en condition pour venir. Donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça, moi, ce que j'imaginais qu'il méritait l'appellation Dream Team. Pas juste une très belle équipe. Hein. Parce que, en fait, c'est 2 choses différentes, je pense, entre qu'est-ce qui serait une Dream Team et qu'est-ce qui serait la meilleure équipe pour pouvoir gagner les Jeux Olympiques. Moi, je partais Dream Team. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant que tu cites tous ces noms-là, parce qu'effectivement, on en revient à cette question-là. Tu vois, quand on dit si LeBron, KD et Curry ils vont attirer d'autres grands noms. Mais moi, je continue de penser que c'est pas la meilleure solution pour Team USA pour gagner les Jeux Olympiques. Et que tu vois, un mec comme Michael, par exemple, Jaylen Brown, que j'adore, par exemple, j'aime beaucoup Jaylen Brown. Dans un contexte Team USA, si tu as déjà Tatum, que tu as déjà LeBron, Curry et Booker, mais je préfère avoir Michael Bridges que Jaylen Brown, en fait. Je dis pas que Michael Bridges est meilleur que Jaylen Brown, je dis pas que c'est un meilleur joueur, mais je pense qu'il est capable d'apporter plus de liens à un collectif et de jouer plus un rôle qu'un autre. Et même chose, tu vois, à la main, finalement, si tu as... j'adore Damian Lillard, et j'adore Devin Booker aussi, mais tu vois, si tu dois avoir 3 arrières, je crois que 3 meneurs, je crois que je préfère que le troisième, ce soit Tyrese Haliburton, parce que quand il rentre sur le terrain, il fait jouer toute l'équipe, il donne du rythme, il met la balle là où il faut sans avoir forcément besoin de scorer. Et c'est là-dessus, en fait, moi je reviens à ça, c'est là-dessus où, en fait, là où je rejoins Antoine, c'est que je suis pas sûr qu'aligner les meilleurs noms garantissent à Team USA de gagner comme c'était le cas par le passé, parce qu'effectivement toutes les équipes ont progressé individuellement et collectivement, et je pense que vraiment Team USA doit s'efforcer de mettre sur le terrain l'équipe la plus talentueuse mais complémentaire, et parfois ça sera la question, c'est ça qu'on va voir, est-ce qu'ils seront prêts à sacrifier un nom clinquant pour mettre un joueur qui va être plus à même de jouer le rôle qu'on lui demandera de jouer dans cette équipe. Tu vois,
Effectivement, Paul George, tu dis, tu vois, je te rejoins, tu dis, ouais, c'est le joueur 1 bis par exception, mais est-ce qu'il veut bien être le 5 bis en fait? Tu vois? Ouais. Ouais, il a joué un rôle, mais c'était il y a longtemps maintenant qu'il a joué son rôle. D'ailleurs, ça lui a pas plu parce qu'il s'est barré des Spurs. Là, c'est la dernière fois qu'il a joué un rôle. Quand il était à Toronto, tout tournait autour de lui. Quand il est aux Clippers, tout tourne malgré tout autour de lui. Il faut des joueurs, je pense, qui accepteront de jouer ces rôles-là. Et Moi, ouais. même chose, moi j'adore Jimmy Butler, vous le savez bien, mais s'il y a déjà d'autres scoreurs forts établis devant, moi je crois que je préfère avoir un mec qui va, voilà, encore une fois, je reviens à Michael Bridges ou à un Austin Reeves, qui va pouvoir, tu dis, bah lui, il va pas faire chier si un match, il joue 10 minutes ou il joue 12 minutes, et en même temps, il va rentrer, il va faire pile ce dont l'équipe a besoin. Après, cela dit, j'avoue que la liste que tu as énoncée, elle est quand même assez impressionnante. Si Mais c'est ça. Mais bon, il y a beaucoup de mecs. Mais tu crois que ça fonctionne? Tu crois que ça fonctionne, Antoine, cette liste? moi, je pense que ça fonctionne, hein. Cette liste-là en spécifiquant. Par contre, cette tactique de mettre que les superstars après, après ces JO, ça marchera plus parce qu'il y aura plus des mecs transcendants type LeBron, Curry. Et c'est là qu'on en revient au problème évoqué au départ, hein. Moi, je parle vraiment spécifiquement des JO. Je pense que là, cette équipe-là, avec des mecs, c'est même pas des Hall of Famers, je veux dire, c'est des top 10 all-time quasiment. Tu prends les 3 qu'on a cités qui vont a priori, qui ont l'intention de venir, c'est du top 15, top 20 all-time déjà. C'est encore, je vais large, hein. Mais sinon, en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure solution. Il gagnerait peut-être même mieux, avec plus de marge, en faisant les choix que tu évoquais, Théo. Mais je pense que là, vu la dynamique, tu sais comment ils sont. Enfin, c'est les Américains en termes d'orgueil. Ils vont, je pense, vouloir. Et les joueurs, ces joueurs-là en particulier, hein, LeBron notamment, dire bah, j'ai été au cœur d'une Dream Team. Ils vont envoyer des émissaires à droite à gauche, des figures marquantes, aller voir tel ou tel joueur qui serait un peu hésitant. Typiquement, un Butler serait hésitant, je suis d'accord, un Kawhi, peut-être même un Paul George. Je sais pas, je me suis fait un scénario dans ma tête où je les vois jouer la carte de l'union sacrée et de la Dream Team. Est-ce que ce sera le cas? Je suis pas sûr. Est-ce que ce serait la meilleure solution? Certainement pas, mais je pense que ça leur garantirait, et je suis peut-être trop optimiste pour eux, hein, je pense que ça leur garantirait encore une victoire de prestige, pas plus. Ouais, non, mais j'arrive à voir ton scénario, hein. J'arrive à le capter, de se dire, bon, allez, là, ça fait 2 Coupes du Monde qu'on se fait torcher, ça commence à parler mal sur nous. Il y a quand même Schroeder qui. Comment ça? C'est une équipe menée par Schroeder qui gagne, tu vois. J'arrive à capter le délire de se dire, quoi, calmos, tu vois, on remet les pendules à l'heure. Je pense que ça serait qu'un pansement sur une plaie énorme. Parce qu'au final, si les Américains, ils envoient cette équipe et qu'ils gagnent, bah en fait tu te dis juste que c'est normal, quoi, tu vois, et il faut voir comment ils gagnent, tu vois. Et t'imagines LeBron, t'imagines par contre le séisme s'ils y vont et ils perdent. Ah ouais, bah là, Parce que là, si LeBron il y va et qu'il gagne pas, Aux Jeux Olympiques? ouais, aux Jeux Olympiques, tu vois, enfin bref. Mais moi en fait je suis d'accord avec vous, parce que je suis d'accord avec, pour moi ta liste, j'arrive à voir le scénario. Est-ce que ça, tu vois, tu m'as demandé, Théo, est-ce que je pense que ça marcherait? Je sais pas. J'arrive pas à savoir, mais je me dis qu'il y a tellement de talent qu'effectivement, bon, ça peut quand même. Faudrait qu'il y ait une sacrée, je sais pas, faudrait que les Serbes ils aient une équipe de malades et qu'ils sachent comment jouer avec Jokic. Sinon, effectivement, j'ai du mal à voir exactement qui les battrait. Mais par contre, je suis aussi d'accord avec Théo. Je me dis, tu prends la base que tu as citée là, sur les 12 noms, tu en gardes 7 ou 8 et tu mets 4 autres mecs autour, et ça peut être peut-être encore plus efficace. Maintenant, voilà. Et il y a un autre truc aussi, et ça rejoint ce que disait Rudiger. Rudiger, il dit, ouais, la différence, et tu en as parlé, Théo, c'est les autres équipes, elles viennent. Les gars, c'est des morts de faim. Nous, on envoie des mecs qui ont été choisis. Et il y a un truc avec les Américains, et je pense que Brandon Ingram est le symbole même de ça, c'est que les gars, ils viennent en vacances, en fait. Ils sont pas payés par Team USA, tu vois. Là, eux, ce qui compte, et on remet à ce débat de World Champion, ce qui compte, c'est le titre NBA, c'est ce qui compte par-dessus tout. C'est pour ça que tu as toi-même dit, ouais, Curry, LeBron, effectivement, ils sont sur la fin de leur carrière, ils ont déjà gagné le titre, ça a plus d'impact de venir au JO, ça y est, c'est bon, ils peuvent se permettre de le faire. Mais sinon, les autres, souvent, des fois, ils viennent en vacances. Et combien de temps encore les Américains, ils pourront. Enfin, tu vois, donc Paris, ouais, ça va peut-être en attirer certains, mais c'est pour qu'il y ait la moitié de l'équipe. Genre Butler, il vient parce qu'il veut aller au Parc des Princes. Tu vois, Butler, on sait pourquoi il est venu à Rio, hein. Vous inquiétez pas, lui et DeAndre Jordan, ils ont bien profité de ça de Rio. Là. On n'a pas de doute. Là, je veux dire, beaucoup de monde sont au courant. Enfin, il y a beaucoup de monde qui est au courant de ce que faisait DeAndre Jordan et Jimmy Butler à Rio. Qui viennent à Paris, ouais, pour la Tour Eiffel, c'est cool. Mais en fait, les Américains, ils ne peuvent pas se permettre de venir en vacances. Ingram, il est venu en vacances. Ingram, il est venu en vacances, littéralement, là, aux Philippines. Et c'est sans doute pas le seul, tu vois. Faut qu'il y ait des mecs un peu en mission aussi. Et
Mais si c'est une Donc, mission, du coup, ça peut être une mission tu sais comment ils vont présenter le truc? Genre mission d'ordre d'intérêt national et tu sais, à l'époque de la Dream Team, alors ouais, c'était un contexte très différent, mais ils étaient allés voir individuellement les mecs dans leur environnement, les convaincre un à un presque, qu'il fallait représenter au mieux. Enfin, je les imagine totalement faire ça avec les mecs dont on a parlé. Butler à Paris, tu l'as dit, la connexion qu'il a avec Paris, elle existe. Et ils vont trouver des trucs pour chacun des joueurs, même Kawhi, Paul George, je pense. Après, est-ce que ce sera exactement les 12 que j'ai dit? Je pense pas, parce que c'est utopique pour plein de raisons. Mais je pense qu'on sera pas loin d'un truc où l'appellation sera Dream Team. Après, on sera peut-être pas tous d'accord sur est-ce que ça suffira à gagner. Moi, je pense que si, parce que pour des raisons qu'on a évoquées aussi, hein, en termes de niveau individuel, certes, c'est des vétérans, ils auront 40, 36, 34, 35. Mais bon, ils n'auront pas tout cet âge-là déjà, hein, les Booker et tout, Tatum, ils seront encore bien. Mais surtout, c'est des joueurs tellement à part qui sont encore au-dessus du lot à cet âge-là. Et s'il y a un minimum d'allant collectif, d'osmose qui se crée, et je pense que ça peut se faire, je ne les vois pas perdre sur ces JO-là, encore une fois. Moi, je dis pas que cette équipe peut pas gagner. Bien sûr que cette équipe peut gagner. Et bien sûr qu'en termes de talent, c'est monstrueux. Si tu me dis que la finale, ou que chaque tour se joue comme des playoffs au meilleur de 4 matchs, bien sûr que je vais te dire que cette équipe de Team USA va au bout. Par contre, c'est compétition internationale. Tu perds un match, tu perds le mauvais match, tu dégages en fait. Et moi, cette équipe, elle est super talentueuse. Je dis pas le contraire. L'équipe telle que tu vois, cette Dream Team entre guillemets. Mais par contre, je suis pas sûr de voir l'osmose qu'il peut y avoir avec ce groupe en fait. Je suis pas sûr de voir. Regarde, 92 Dream Team, qui est-ce qui joue le rôle de co-capitaine et qui se met de côté quand il le faut? Larry Bird et Magic Johnson. Là si tu prends cette équipe, tu dis c'est quoi l'équivalent de Magic Johnson et Larry Bird à l'époque? Curry LeBron. Est-ce que tu veux que ce soit eux qui se mettent en retrait dans cette équipe pour emmener l'équipe au bout? Il y a KD aussi. Si Tatum et Booker, ils sont... En fait, Tatum et Booker au sommet de leur art, je pense que ça peut être les mecs forts. Si Curry... Mais bon, c'est une bonne question. Non, c'est vrai. C'est pas évident de voir les dynamiques, les statuts éventuels et tout. Il y avait déjà un peu des guerres d'ego des statuts dans la Dream Team originelle. Hein. Ça a été très documenté, mais il peut y en avoir. Mais je pense quand même qu'ils arriveront en bonne intelligence à trouver un fonctionnement. Ça va dépendre aussi du coach, de Steve Kerr, a priori. C'est plein de choses comme ça qui feront que ça marchera ou pas. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu as dit, Théo, là, si c'est bien l'équipe que j'ai envisagée ou pas très loin, à 2-3 noms près qui part, si ça ne gagne pas, même s'ils ont 40 piges, 36 piges, ce sera un séisme comme on n'en a jamais vu dans les compétitions internationales de basket, parce qu'il y a déjà eu des grosses déceptions avec Team USA, mais là, ce serait sans précédent vu les noms qui partiraient. Après, de toute façon, ça sera jamais cette équipe parce que de toute façon, Kawhi, Paul George et Anthony Davis, pour qu'ils soient pas blessés à un moment de la saison prochaine et aptes à jouer en compétition complète, je veux dire, c'est tombé. C'est même pas un alignement des planètes qu'il faut là. Je sais pas, faut inventer un nouveau terme quoi. C'est plus dur que de gagner l'euro-million d'avoir ces trois-là. Même juste ces deux-là ensemble, même juste les deux Clippers. Mais c'est pour ça que mon scénario est un peu utopique, mais j'ai essayé de me projeter dans un monde où il n'y a pas, où ils sont même juste aptes à être des role-players, à avoir même du load management, vu qu'ils aiment bien ça, hein, mais même pour 15 minutes, j'imaginais que c'était pas infaisable. Quoi. Et tu crois qu'un mec comme pardon, excuse-moi, après je te laisse la parole, Antoine. Un mec comme Kawhi, par exemple, je suis curieux en fait de savoir, vous pensez que c'est le type de joueur qui peut accepter de venir l'été jouer 15 minutes par match pour jouer derrière LeBron, Tatum et compagnie? Dans ce qu'il a dit, sur la volonté de vouloir participer au moins une fois au JO, j'ai l'impression s'il dit ça, c'est qu'il est capable c'est qu'il se pense capable. Il est réaliste quand même. Il connaît les statuts, la hiérarchie des trucs. Même si ça a été il y a pas si longtemps que ça, peut-être le meilleur joueur de la ligue. Je pense qu'il est capable. C'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que tous ceux que je t'ai cités là depuis tout à l'heure, limite j'ai presque les seuls doutes que je peux avoir en termes d'ego, on va dire ça comme ça, mais c'est plus Tatum et Booker en fait. Et Booker a commencé à montrer que ça allait avec KD, qui est déjà lui un personnage particulier en lui-même, mais j'ai l'impression que ça pourrait le faire, ouais. Moi, la vraie question que je me pose, c'est plutôt de savoir si Tatum, Durant, Edwards, ils viennent déjà. Est-ce que même Grant Hill sera intéressé de prendre Kawhi Leonard, en fait? C'est ce que je veux dire. S'il y a déjà LeBron, Durant, Tatum... c'est là qu'on est sur la question de ça, si tu veux les plus grands noms, ou si tu veux créer un truc... cohérent en fait, c'est ça je pense là. Mais au final, ils veulent ce qu'ils appellent eux plus grand nom là. On a et finalement Shai a beaucoup de parler de statut, mais eux en fait ça sera plus le meilleur joueur. Le statut retenu numéro 1, ça sera le meilleur joueur, la meilleure individualité. Et est-ce que
Est-ce que s'il y a déjà Tatum, Brown, Kevin Durant. Après, moi, honnêtement, hein, tu prends juste Curry, Kevin Durant, LeBron, tu rajoutes Booker, Tatum, je me dis qu'effectivement, c'est dur d'arrêter cette équipe, tu vois. Les bons role-players autour, et ça En va. tout cas, pour 2024. Pour 2024, Voilà. je me dis qu'effectivement, il y a beaucoup de talent. À voir quelle sera la concurrence. Je suis un peu comme toi, Théo. Je vois pas une espèce de super powerhouse européenne pour l'instant qui serait suffisamment prête à temps pour aller vraiment rivaliser avec cette équipe des États-Unis. Mais pour moi, le problème, je le vois plus loin que 2024. Je le répète, pour moi, c'est juste, si c'était le cas, ce serait juste un pansement. Et je vais parler un truc dont tu voulais parler. Je vais venir sur le Canada. Tu voulais qu'on parle un peu du Canada. Ouais. Je me dis que si on essaie de se projeter, ok, peut-être qu'en 2024, les Américains, ils vont gagner, ils vont avoir les Curry, les Durant, les LeBron, tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que le Canada a aussi un vivier plus petit et que c'est presque à son avantage d'avoir un vivier plus petit. C'est que déjà, les Canadiens, il y a un style et un style de formation. De toute façon, ils sont formés aux États-Unis, donc il y a une formation similaire. Donc, aussi bien pour les points forts que pour les points faibles. Mais du coup, il y a aussi de plus en plus de super talents qui se développent. Je pense que là, Shea, il est en train d'ouvrir une autoroute au Canada pour le basket. Je pense que, voilà, on a vu Sheldon Sharp, c'est peut-être c'est un joueur qui a fort potentiel, Bénédicte Mathurin, des Canadiens qui seront draftés dans les 3 premiers. Je pense qu'il y en aura peut-être bientôt chaque année. Mais en tout cas, une année sur 2. C'est pas improbable que ou peut-être top 5, je vais élargir à top 5. C'est pas improbable que bientôt, dans le top 5 de chaque draft, il y ait le meilleur Canadien de l'année. Enfin, le meilleur Canadien de la génération en question. Donc, il y a un vivier qui se développe. Et eux, la différence, entre guillemets, c'est que, comme tu as dit, il y a déjà une hiérarchie. En plus, leur locomotive, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il est peut-être même plus armé pour être MVP que certains des Américains qu'on a cités. Et en plus de ça, le fait que le vivier soit plus petit, tu as une continuité qui est presque de fait. C'est qu'à partir du moment où ces mecs-là ils commencent à jouer ensemble, ça sera plus ou moins, contrairement aux États-Unis, ça peut être la même équipe sur chaque compète ou plus ou moins la même équipe. Et que du coup, tu as un vécu collectif qui se crée, un vécu commun, pas que sur le terrain, aussi en dehors, et que tu as une meilleure compréhension des règles, tu vois, qui est tout un truc, une continuité qui fait que tu peux être à la fois à cheval, tu peux être vraiment le juste milieu, entre guillemets, entre le pont entre Team USA et les équipes européennes. Alors, sans doute un peu plus proche de Team USA quand même. Je pense que ça restera des caractéristiques similaires à Team USA, mais tu peux avoir une armada qui, là aussi, peut vraiment mettre à mal les Américains si les Américains ne développent pas des espèces de superstars absolues et qui restent sur la même logique sur le futur. Je me dis, les Canadiens, ils les ont déjà battus cette année, mais en fait, ils peuvent continuer à les battre compète après compète, quoi. Mais je suis complètement d'accord parce qu'en plus, c'est une équipe qui est jeune, en fait, cette équipe du Canada, et qui a vécu un truc très fort cette année, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, non seulement ils ont gagné, mais ils n'ont pas tout gagné. Donc, c'est-à-dire que t'as vu ce qui fonctionnait, t'as vu ce qu'il fallait faire pour gagner, et en même temps, tu restes sur ta faim parce que tu dis, on aurait pu être champion du monde quand même. Je pense que c'est ce que dit le Canada, quoi. Ils disent, on est passé à un match de pouvoir, on aurait vraiment pu être champion du monde, faut qu'on revienne et qu'on se donne. Et en plus, c'était intéressant de voir que malgré tout, Jamal Murray avait fait partie du camp d'entraînement du Canada, même si, on n'était pas du tout étonné de le voir déclarer forfait vu la longue saison que Denver venait de signer. Mais je me dis, finalement, tu rajoutes Jamal Murray dans cette équipe. T'es pas obligé de faire beaucoup de place en fait. Il va trouver son fit parfaitement. Ça leur donne un deuxième playmaker de très haut niveau parce qu'ils ont déjà en fait tout le reste de joueurs de. Tu sais, comme à un moment on disait Brooklyn. Bon, Brooklyn ils ont tout ce qu'il faut. Il manque juste les 2 meilleurs joueurs en fait. Donc eux ils ont déjà Shea, mais il y a la place pour un deuxième meilleur joueur en fait. Ils ont déjà tous les role players qui savent jouer ensemble à perfection. Le jeu est basé sur une grosse défense et même si tu fais aussi revenir Wiggins, c'est aussi un mec qui a appris à jouer un rôle qui est avant tout un fort défenseur, donc qui va coller parfaitement avec déjà ce qui est déjà en place aujourd'hui. Et je pense effectivement que le Canada est vraiment flippant quand tu mets tous ces trucs bout à bout, parce que c'est une équipe qui est encore jeune pour pas avoir atteint son summum. Je pense que vraiment l'avenir est vraiment radieux pour le Canada. Surtout avec les scoreurs dont parlait Antoine, tu as du Sheldon Sharp, du Bénédicte Mathurin et d'autres. Voilà, c'est le plus gros vivier hors américain maintenant. En NBA et je les vois totalement devenir une équipe incontournable mais pour 2024 même j'essaie de prendre le meilleur scénario pour tout le monde où les joueurs majeurs sont tous volontaires pour venir et sont tous aptes à participer. Je maintiens que l'équipe que peut envoyer les États-Unis sera supérieure, même si c'est un dernier baroud et que derrière c'est catastrophique et qu'il faut tout repartir et qu'ils vont peut-être plus rien gagner pendant 10 ans quoi. Mais voilà, c'est ce que je pense en tout cas. C'est vraiment tout
ce qu'on appelle part supérieure, parce qu'en fait, tu vois, cette équipe du Canada, imaginons que tu rajoutes effectivement Jamal Murray et Andrew Wiggins, par exemple, pour dire, Brandon Clark, tu peux mettre voilà, Brandon Clark sur le et tu banc aussi. tu Tu mets peux avoir voilà, un 12 mec joueurs NBA. comme Mathurin ou Sharp, tu sais, en 7e homme, tu dis il va rentrer défendre dur et puis il va faire des interceptions et les mettre des dunks. En fait, je pense qu'il y a quand même déjà un fond de jeu qui est en place, qui moi me donnerait plus de... cette équipe-là, moi je la verrais pouvoir taper une Dream Team entre guillemets, composée uniquement des meilleurs talents américains, sans se soucier de la cohérence et de la complémentarité en fait. C'est très possible qu'on voit ça. Hein. C'est un scénario qui est tout à fait possible. Hein. Parce que je vois à la fois les Canadiens se dire eh, regardez les gars, il nous manquait 1 ou 2 joueurs, venez jouer avec nous, c'était cool quand même, vous avez vu. Et en même temps, les Américains dire ah fuck, on prend tous les gros noms, on fait une Dream Team et peu importe la cohésion et on y va. C'est un scénario qui pourrait très très bien se voir au JO à mon avis. Ce sera un match très intéressant. Après, je pense effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu fais une série au meilleur des 4-5 matchs, je pense que les Américains, de toute façon, ils gagnent chaque compète. Là, je reviens je tiens quand même un peu à nuancer mes propos parce que je veux pas que ça soit perçu comme non, mais les Américains, c'est fini, c'est plus au sommet du basket mondial. Je pense que si les championnats du monde, c'était effectivement comme des playoffs avec chaque série, les Américains, ils gagnent chaque compète, en fait. Tu les bats pas, tu peux les battre sur un match, sur 2 matchs, tu les bats pas sur 5 matchs. Parce qu'ils apprennent à te connaître, au bout d'un moment, ils finissent par... le talent fait la différence. Les Canadiens, sur un match, oui, effectivement, ce qui serait intéressant en plus, c'est que je pense que les Canadiens, ils auraient très faim de battre les États-Unis, en fait. Peut-être plus que l'inverse. Après, il faudrait voir à quel niveau ils se jouent, tu vois. Je suis pas en train de te dire que... Je suis plus mesuré que Théo, quand même. Je pense quand même que s'il y a vraiment l'équipe dont parlait Shai avec des petits mix, je ne vois pas une équipe les prendre. Mais les Canadiens, avec des joueurs jeunes très athlétiques capables de défendre sur du Curry, sur du Durant, sur de LeBron, en plus des adversaires qu'ils connaissent bien, un basket similaire mais en plus frais et en mieux hiérarchisé. Parce qu'en fait, les Canadiens, ils peuvent aussi envoyer 12 joueurs NBA, mais la différence, et c'est ce que tu notais tout à l'heure, eux, il y aura 12 joueurs mais avec un rôle défini pour chacun des 12, quoi. Donc, il n'y aura même pas de question à se poser. Brandon Clark qui rentre, ok, moi, mon rôle, ça va être de faire ça. Et on l'a vu en NBA, c'était une force pour le Heat. Et le Heat a renversé des équipes a priori plus talentueuses. Ça pourrait être un peu le même principe. On a notre Jimmy Butler, c'est Shai, lui, de toute façon, il va nous sauver parce que parfois, il va mettre 16 points en 3 minutes. Et derrière, Dillon Brooks, on sait qu'il va défendre sur machin, il va le rendre fou. On sait que Nickel Alexander-Walker, il va rentrer, il va mettre ses 4-3 points. On sait que Lou Dort, il va défendre sur machin, il va le rendre fou. Enfin, tu vois, il y a... Pareil, si tu as Wiggins, Barrett, on sait que Barrett, dès que la pression sera trop sur Shai, c'est Barrett qui d'un coup, il va se réveiller. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, il existe. Il y a Kelly Oubre, il va martyriser des intérieurs plus forts que lui, juste parce qu'il est plus malin, va provoquer plus 3 fautes fantômes en 27 secondes. Olynyk, tu veux dire, c'est ça? Oui, Kelly Olynyk. Donc, je suis d'accord de dire que le Canada, effectivement, a des atouts. Et voilà, et encore une fois, j'insiste là-dessus, surtout sur le futur, en fait. Surtout, je me dis que si on garde la même trend, s'il n'y a pas un espèce de virage qui est opéré, j'ai l'impression que le basket américain descend lentement quand les autres montent. Et qu'il y a un moment où la bascule risque de s'opérer. Elle s'est peut-être même déjà opérée. Eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus parce que c'était vraiment intéressant de discuter de tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce dossier. Est-ce que vous pensez si Team USA se contente entre guillemets d'envoyer les meilleurs, enfin les plus grands noms, les stars les plus identifiés, est-ce que ça peut suffire ou est-ce que vous voyez d'autres solutions? Nous, on sera intéressés d'avoir votre avis là-dessus. Comme Shai vous le disait ce matin dans le CQFR toute la semaine, late session demain soir. Tout le reste de l'actualité, les débriefs, les analyses, vous les trouvez sur Basket Session. Et puis nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.